encore une fois, bienvenue dans Tribune Actu, votre magazine consacré à l'actualité liée aux questions de développement et de croissance en Afrique. Aujourd'hui encore, je reçois sur mon plateau 4 invités. Flore Azoumé, écrivain, elle est aussi directrice du Scribe Magazine. Scribe Magazine, c'est combien d'exemplaires? À la belle époque, autour de 3000 exemplaires. Et puis maintenant, on a diminué un petit peu, les temps sont durs. Alors, nous recevons aussi Jacob Le, artiste peintre, il est sur notre plateau. Alors, c'est avec plaisir que je reçois encore Samuel Teliano, militant des droits de l'homme en Guinée. La situation des droits de l'homme aujourd'hui en Guinée, une idée? Une idée sur les antennes, je pense que ça ne va pas toujours. Il faut continuer à promouvoir les droits de l'homme. Ok, ça ira. Un autre militant des droits de l'homme, Maître Rabia, MIDH. Beaucoup a été fait en termes de protection des droits civils et politiques, mais justement nous sommes sur ce plateau pour parler maintenant de droits économiques et culturels, parce qu'on n'en parle pas souvent. On a réduit les droits de l'homme à l'aspect des droits civils et politiques, alors qu'il y a d'autres droits qui doivent être promus. Et voilà, nous parlons tout à l'heure de l'art et de la culture. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, encore une fois, merci et bienvenue dans Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes, économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Selon certains analystes, plusieurs années après les indépendances, l'Afrique demeure un éternel assisté. Il existe trop d'anecdotes racontant l'histoire de projets d'aide au développement ayant produit des effets contraires, faute de réflexion à long terme. Des ordinateurs envoyés dans des écoles dépourvues d'électricité, des Africains formés à l'étranger ne peuvent trouver du travail dans leur pays parce qu'aucun emploi n'existe dans leur domaine de compétences. Encore faudrait-il que ceux qui sont formés sur place en trouvent. Et pourtant, l'Afrique doit gagner une avance sur son retard et cela passe aujourd'hui par l'innovation. Est-ce que vous y croyez, madame? Ah oui, bien sûr. Si on n'y croit pas, c'est que on est dans le passé, on n'avancera pas. C'est une évidence. Okay. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon vient de l'extérieur. Moi, je pense que c'est une apparence, parce que je crois que les Africains, de plus en plus, prennent conscience de leur talent. Tout à l'heure, on parlait de l'art. Beaucoup d'Africains consomment la culture africaine à travers la musique, à travers la peinture, même à travers la littérature. Et moi, à mon niveau, par exemple, il y a beaucoup de produits de beauté que je vais acheter parce qu'ils sont faits à base de plantes qu'on trouve chez nous. Et je dirais de moins en moins acheter des grandes marques qui sont faites pour des peaux blanches ou des cheveux africains. Donc je crois que quand même qu'il y a une nouvelle conscience en ce moment. Alors Maître Doumbia, au regard de tout ce qui est produit, consommé ici en Afrique, je voulais vous poser une question terre à terre, bateau, comme on a l'habitude de dire. Est-ce que le blanc est-il plus intelligent que le noir? Loin s'en faut. Au niveau des scientifiques, ça a été démontré. Le noir est aussi intelligent que le blanc, ou quelquefois même plus intelligent. Mais je veux dire, l'innovation technologique doit se faire dans un cadre. Mais le cadre pour le faire, en fait, c'est le cadre étatique. N'oubliez pas que nous vivons aujourd'hui nous avons hérité de certains États, micro-États. Alors donc, oui, mais en fait, l'État ne va pas tout faire. L'État est le cadre dans lequel, c'est-à-dire, il faut que vous le compreniez. On confie l'ensemble de nos ressources à l'État. Aujourd'hui, quand on voit ce que nous consommons sur les continents, quand on regarde tous ces objets, ce sont les made in China, made in France, made in USA. Quels sont les produits où on a comme ça en fait coutume de voir soit made in Cameroun ou made in Burkina, Jacob Le? Bon, déjà, moi qui suis du domaine des arts et de la culture, les produits qui sont moins traficables, ce sont les produits culturels et artistiques. Là, c'est
obligatoirement Made in Africa ou Made in Côte d'Ivoire. Voilà, mais au-delà de cette question, il faut dire que c'est un problème d'industrialisation parce que nos États ne sont pas suffisamment industrialisés, nous n'avons pas les moyens technologiques qu'il faut pour pouvoir transformer nos produits en produits finis. Et cela est dû aussi à une question de manque de volonté politique, parce que nous avons quand même des ressources, nous avons des moyens. Ce que nous gagnons chaque année avec le cacao, le café et tout ça, si au départ nous avions pris conscience de pouvoir industrialiser ce secteur, aujourd'hui nous aurons eu plus d'argent, davantage de moyens. Et voilà, donc... Oui, à côté de l'État, est-ce que, en fait, vous-même en tant qu'Africain, est-ce qu'il y a la volonté de création, est-ce qu'il y a la volonté d'entreprise, Tilano? Il y a la volonté. Nous sommes seulement victimes de ce qu'on appelle l'anthropologie du 19e siècle, où on nous enseignait que l'Africain, c'est le sauvage. L'Africain, c'est celui qui ne réfléchit pas. L'Africain, c'est celui qui ne peut rien créer. Dans sa culture, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il va créer? Mais qu'est-ce qu'il a créé d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a créé? Dites-moi. L'Africain a beaucoup créé. L'Africain peut compétir dans le concert des nations. Et pour revenir à votre question, il y a des produits. Par exemple, je prends en Côte d'Ivoire, il y a des usines qui sont installées sur le sol ivoirien, mais qui ont la marque française. Alors, ça a été inculqué dans nos connaissances que tout ce qui vient de l'Occident est bon et tout ce qui vient de chez nous n'est pas bon. Alors, et ça fait que nous sommes tous lancés dans la guerre pour recevoir toujours ce qui est de l'Occident. Mais est-ce que les Africains eux-mêmes, ils encouragent la création? Maître Yacouba. Quand vous dites les Africains eux-mêmes, en fait, n'oubliez pas, être l'individu, moi en tant qu'avocat, j'exerce, je suis obligatoirement attaché à un barreau. Mais un barreau, c'est une loi qui institue le barreau. C'est la même chose pour l'innovation technologique. Il faut bien que l'État prévoie pour dire, bon, ok, j'ai des jeunes Africains qui sont très intelligents, qui font des études scientifiques, technologiques. Alors, quel cadre je vais mettre pour que ceux-là, ils excellent et qu'ils puissent transformer notre café, notre cacao en Côte d'Ivoire? Tant que l'État n'a pas fait, je vais dire, ce travail de base, mais attends, individuellement, comment vous voulez que je me lève pour dire, bon, je vais aller plaider peut-être à Paris ou autre s'il n'y a pas d'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France? Donc le problème est là. On a hérité d'une situation. Il appartient justement à nos gouvernants d'être imaginatifs. Au plan, je vais dire, micro-État, c'est difficile, mais on a de l'espace. CEDEAO, on a de l'espace. Union africaine. Alors donc, il faut bien que nos dirigeants, à l'instar des Chinois, à l'instar des Japonais, réfléchissent ensemble pour dire, bon, ok, voilà, on va offrir ça à nos jeunes inventeurs, à nos jeunes Africains qui sont pétris de talent, pour qu'ils puissent transformer nos produits. N'oubliez pas qu'on dit toutes les richesses. Quand on dit l'Afrique est un continent pauvre, l'assertion n'est pas vraie. Ce n'est pas du tout vrai. Notre sous-sol, notre sol est immensement riche. Comment transformons-nous justement ces richesses-là en matière produit fini? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que nos sols sont immensément riches, mais nous avons aussi nos populations qui sont extrêmement pauvres. Est-ce que cette situation-là, quand même, nous émeut? C'est une question de redistribution des richesses. Quand c'est mal redistribué, quand c'est mal réparti, c'est évident qu'on trouvera des extrémités, des gens très riches et d'autres qui sont très pauvres. Parce que le vrai souci, c'est quoi? C'est que ceux qui accèdent au pouvoir ou ceux qui ont des capacités de pouvoir, je dirais, dominer, imposent davantage ce qu'ils veulent aux plus faibles. Et c'est ce qui nous pose souvent ces problèmes-là. Celui qui a le pouvoir, il est le plus riche, il a tous les moyens à sa disposition, ainsi de suite. Donc du coup, le petit peuple se retrouve dans une situation souvent précaire et n'a pas les moyens de pouvoir s'en sortir. Donc il faut pouvoir trouver des moyens de redistribution des richesses, de partage des richesses, de faire en sorte que tout le monde puisse s'en sortir en créant des emplois, en créant des usines, si on en a la possibilité. Et voilà. C'est très important. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Chine en visite de prospection sur invitation du gouvernement chinois. Mais il y a un espace de 100 hectares destiné à la recherche scientifique pour transformer, comment faire pour nourrir les 1,350 milliard de Chinois.
Mais c'est des chercheurs. Nos universités ici, il y a d'éminents professeurs de géologie, de mécanique et autres. Mais quel est le cadre d'expression qu'on leur a offert pour qu'il y ait des champs d'expérimentation pour dire, bon, ok, ça n'existe pas. Alors, mais comment voulons-nous nous développer si la connaissance n'est que théorique? C'est-à-dire, vous commencez du CP1 jusqu'au doctorat, vous n'avez aucune connaissance pratique. 100 hectares avec des scientifiques pointus dans chaque domaine, c'est-à-dire le maïs, le riz, le sorgho, ainsi de suite, parce que ils disent leur défi majeur, c'est comment nourrir les 1,350 milliard de Chinois. Donc le gouvernement se donne les moyens pour que les Chinois puissent penser et transformer justement leurs ressources au profit des populations chinoises. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Alors, il y a de cela quelques années, on parlait de la fuite des cerveaux, Madame Azumé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en fait aborder cette question? Oui, et puis tout à l'heure, vous disiez, mais est-ce que les Africains innovent, est-ce qu'ils créent, etc. Mais si un Ivoirien, un Africain a une idée superbe pour s'industrialiser, s'il veut faire une chaîne peut-être de vêtements ou autre chose, mais il n'en a pas les moyens puisque les banques n'accompagnent même pas les nouveaux créateurs. C'est là qu'il y a aussi la microfinance. Oui, mais la microfinance, on dit bien micro. Mais si on veut arriver au stade de l'industrialisation, il faut des fonds. Et nos banques n'accompagnent pas. Nos banques ne prêtent pas. Donc, des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent faire, comme on dit, des start-up, comme en France ou en Europe. Mais la banque ne va pas l'accompagner. Mais cela donc c'est déjà un frein. Le taux de bancarisation que nous connaissons dans nos pays. Non, mais même si vous avez la meilleure idée du monde, la banque ne va pas vous prêter la somme qu'il faut pour que vous démarrez. Alors que dans les pays occidentaux, si on trouve que le projet, comme on dit, est bancable, la banque va accompagner, mais ici non. Ça c'est une volonté politique. Oui, voilà. Donc, c'est vrai, il faut une volonté politique pour arriver au stade du développement et de l'innovation. Imaginez-vous ce jeune artiste ivoirien qu'on vient de publier les œuvres les semaines passées à la télévision, qui fabrique les voitures. Il fabrique, mais il n'a pas quelqu'un qui va l'aider à présenter ça au public. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont des talents, mais qui n'ont pas il n'y a pas d'espace sur lequel ils peuvent mettre ces choses. En RDC, il y a eu l'implantation de robots à Kinshasa, au Carrefour, voilà, qui régule aussi la situation. Mais toujours en RDC, il y a eu aussi un jeune homme, Véron Mankou. Il est parti seul de sa propre histoire et de ses propres expériences. Est-ce que un Africain ne peut pas aussi se lancer dans cette aventure? Parce qu'aujourd'hui, Véron Mankou, c'est une grande industrie. C'est une grande entreprise avec VMK. Oui, c'est possible. En fait, le problème qui est soulevé ici, c'est un problème d'accompagnement. Tu peux avoir les plus belles idées du monde, tu peux avoir les plus grands projets. Si tu n'es pas accompagné avec les moyens qu'il faut, moyens financiers, moyens techniques. Mais généralement, avant d'avoir un accompagnement, il faut avoir un fonds. Il faudra avoir le fonds. C'est quoi le fonds? Il n'y a même pas de fonds de soutien aux innovations. En Europe, ça existe. Oui. Tous les centres de recherche sont soutenus et les fonds, il y a des fonds qui existent pour tout ce qui est innovation technologique, tout ce qui est innovation technique et tout ça. Donc on met les fonds à disposition. Comme au niveau des arts et de la culture, il y a des fonds de soutien aux initiatives artistiques et culturelles qui existent même dans les mairies, dans les conseils généraux, les conseils régionaux. Mais ici, nous n'en avons pas. Il y a des artistes ou des gens qui créent des choses, mais qui se retrouvent avec leurs affaires chez eux. Ils ne peuvent pas développer, ils ne peuvent pas permettre la diffusion de ces choses-là. Donc, c'est assez compliqué. Et quels moyens un individu ordinaire qui pense à comment manger et se vêtir va mettre pour inventer des objets aussi importants où ça demande beaucoup d'investissement. Et ça, il faut que l'État accompagne, il faut qu'il y ait du mécénat d'entreprise aussi qui accompagne les gens. Parce que les gens, ils se font beaucoup de bénéfices en Afrique, ils gagnent de l'argent sur les Africains, mais ils n'apportent rien aux gens. Pourtant, le mécénat d'entreprise est très important aussi. Voilà, parce que lorsqu'on vient polluer, après, il faut reverser de l'argent pour pouvoir aider la population qu'on pollue. Lorsqu'on vend des objets qui, après, traumatisent les gens chez eux ou bien qui émettent des ondes négatives sur le cerveau des gens, après, il faut
remettre de l'argent aussi à ces populations-là. Mais c'est à travers ce genre de choses, hein, le soutien aux innovations technologiques, au soutien aux initiatives culturelles. Et cela ne se fait pas. Donc, du coup, nous sommes bloqués. On dit les Africains ne créent pas. Mais ils ont beaucoup de talent. Ils créent des choses, mais ils ne sont pas accompagnés. Et lorsqu'on n'est pas accompagné, bon, voilà. Alors, Tiliano, la Guinée est considérée comme l'un des États les plus riches d'Afrique. Malheureusement, le taux de pauvreté est aussi élevé dans ce pays. Quel contraste. Moi, je m'énerve parfois devant ceux qui pensent que la Guinée est très riche. C'est vrai, la Guinée est riche, mais c'est encore imaginaire. Cette richesse est encore perçue comme un concept. Parce que je peux vous dire que souvent on dit que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais je vous assure qu'il n'y a même pas d'eau potable dans les villages, dans les villes, certaines villes. Il n'y a pas d'électricité avec toutes ces shit qui sont là. Et on nous fait croire que la Guinée a la bauxite première au rang mondial. Mais il y a un contraste comme vous êtes en train de le dire. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a des talents. En Guinée, il y a des talents. Il y a des gens qui sont en train de faire des découvertes. Il y a des gens qui sont en train de faire de la créativité. Sauf qu'il n'y a pas de structure d'accompagnement. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce contraste. Il y a une population, d'une part, qui est très pauvre et marginalisée. Il y a, à un autre niveau, une population qui est riche et qui a accès aux privilèges de l'État. Il y a un fonds en Guinée qu'on appelle le fonds de la jeunesse. Mais combien de jeunes Guinéens, entrepreneurs, ont accès à ce fonds? C'est ceux qui ont leurs parents dans les grandes structures étatiques. Et ces mêmes fonds-là aussi existent dans différents pays. Et qu'est-ce qu'ils créent, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils créent? On ne sait pas ce qu'ils créent. Et ceux qui créent ne sont pas soutenus. Et c'est ça le contraste. S'il n'y a pas une volonté politique, un État qui est là pour toute la population, les pauvres et les riches, il ne peut pas y avoir d'innovation. Alors, généralement aussi, on a je pense que cette habitude d'accuser l'Occident qui empêche les jeunes Africains d'émerger. Est-ce que vous pensez que c'est une façon des Occidentaux d'assurer leur suprématie, leur leadership? Et ce débat, en fait, il y a du vrai dedans, en fait, que l'Occident, défendant ses intérêts, dès lors qu'il y a les intérêts africains qui s'opposent à la satisfaction de leurs intérêts, qui puissent passer. Je vais trouver cela à la limite légitime. Nous sommes dans un monde de compétition. Exactement. Chacun défend les intérêts, en tout cas au profit de ces populations. Les dirigeants occidentaux ont une claire conscience, une claire vision de ce que c'est que le développement, des besoins de leur population. Donc ils se projettent sur 5, 10, 40 ans. Ils ont déjà calculé aujourd'hui, on aura besoin en fait de terres cultivables. Parce que justement en Europe, on ne peut plus cultiver. Donc ils vont faire de la prospection comme ça, se projeter. Et donc, ils viendront en Afrique parce qu'il y a de la terre encore. Mais nos dirigeants aussi ont obligation justement d'avoir de la vision pour dire, ok, aujourd'hui le monde est organisé de telle manière. Nous savons qu'en Occident, il n'y a pas ci, il n'y a pas cela. Voilà comment nous procédons pour protéger les intérêts de nos populations. Donc on est dans un monde de compétition. Et ce ne sont pas les Occidentaux en fait qui disent aux jeunes Africains tu n'apprends pas, puisque nous sommes dans leurs universités partout, on a appris, mais il appartient maintenant en fait à nos États de nous protéger pour qu'on aille à la compétition avec les Occidentaux. Oui, mais en fait, vous parlez de l'État. Quand vous parlez d'État, en fait, quand je prends un Africain qui va dans un magasin et qui regarde les articles, et qui préfère soit acheter un Louis Vuitton que d'acheter un Alphadi, je pense que là, il y a un complexe en fait et qui est là. Oui, ça a été fait à dessein. N'oubliez pas le passage de Thomas Sankara au Burkina Faso. Aujourd'hui, les Burkinabés continuent de porter fièrement le Faso d'Anfani. Penser que les Occidentaux nous empêchent est injuste. Parce que nous étudions nous avons les visas pour aller étudier dans leurs universités. Et nous finissons d'étudier là-bas, nous rentrons chez nous. D'autres refusent carrément de revenir pour travailler pour leur pays. Et nous revenons. Et si un État africain ne permet pas à l'Occident de venir arrêter
la productivité d'un jeune Africain, je pense que l'Occident n'a pas le pouvoir qu'il faut de venir prendre un Africain ici et de l'empêcher à travailler. Je ne suis pas sûr. C'est quand même une fuite en avant quand à chaque fois nous devons accuser l'Occident. Il faut quand même qu'on se regarde. Voilà, nous sommes quand même responsables. Il y a plus de 50 ans que nous sommes indépendants. Il y a des générations aujourd'hui qui n'ont plus ce complexe-là. La jeune génération, les gens, ils sont sur Internet tous les jours. Nos enfants sont sur Internet. Ils vont dans les mêmes écoles avec des petits Européens et tout. Donc ça, c'est un débat qui est dépassé. Il ne regarde même plus la couleur de la peau, la mentalité, celui-ci fait ça. Nous devons prendre nos responsabilités. Nos responsabilités, et ça commence par nos dirigeants. Tout à fait. Voilà, parce que c'est l'État qui organise. C'est l'État qui organise d'abord la société. On va toujours accuser, l'État. Mais c'est l'État d'abord qui organise la société. C'est une réalité. Pour que les individus à l'intérieur de la société puissent... Mais l'État, c'est vous, c'est moi. Écoute, c'est aussi la téléspectateur. Il faut comprendre. Ça, c'est les réductions. L'État, c'est pas vous, c'est pas moi, en fait. L'État est structuré. Il y a quelqu'un qui engage l'État, c'est le président de la République. Il y a d'autres qui votent des lois, ce sont les députés. Mais il faut avoir de la vision. Quel développement? Est-ce qu'on doit copier le développement occidental dans son ensemble? Est-ce qu'on doit, à partir de nos données endogènes, amorcer notre propre développement? N'oubliez pas qu'on dit on se développe, on ne développe pas. Je pense qu'il y a la vision, il y a des visionnaires. Ce que je veux dire aussi, vous parlez de fuite de cerveau, mais que lorsque on envoie nos enfants en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, pour faire des études de médecine, des études de droit, etc. et tout, ils ont étudié dans un cadre avec des outils. Alors vous allez demander à ce jeune homme ou cette jeune fille qui est devenu médecin, qui va revenir au CHU de Cocody, où il n'y a pas d'instruments, où il n'y a pas d'instruments pour opérer, où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de scanner. Mais tout ce qu'il a envie de repartir, parce qu'il s'est dit, mais je ne peux pas travailler dans des conditions comme ça. Voilà, ou bien un jeune qui est avocat, qui revient et qui va voir que tout le système juridique est complètement corrompu, etc. Mais c'est ça aussi. Ça, c'est la responsabilité de l'État de donner envie à nos enfants qu'on a envoyés chercher, comme on dit, le savoir des Blancs pour revenir. Donc, il faut qu'on leur offre quand même des conditions idéales. Si le chef de famille n'organise pas la maison, il y a le désordre qui s'installe. Donc, il faudrait que l'État organise la société de sorte à ce que l'intérieur de cette société-là, il y ait de l'harmonie, il y ait de l'équilibre, il y ait un bon agencement des choses. Quelle vision nous-mêmes nous avons du développement de notre continent? Nous-mêmes, tout à coup, quelle vision? Madame Azoumé, par exemple, Madame Azoumé a créé un magazine. Oui. Mais tout ça, ça contribue au développement intellectuel et culturel d'une société. D'accord. Moi, je viens de monter une galerie d'art. Mais je n'ai pas attendu que l'État intervienne dedans. Mais ce sont beaucoup de millions qui sont investis là, seulement pour soutenir la création, pour promouvoir la création. Parce que je fais partie de cette classe sociale-là, des artistes et tout ça. Je l'ai fait. Mais c'est pratiquement sur fonds propres. C'est pas l'État. Donc nous prenons des initiatives. Mais seulement ce que nous voulons dire ici, c'est que l'État doit organiser, doit structurer, doit aider. Parce que l'argent que nous investissons, les impôts qui sont... J'espère que vous n'allez pas encore indexer l'État. Vous, en tant qu'avocat, quelle vision vous avez du développement de votre pays, de votre continent? La vision, justement, j'ai une vision claire de ce que devait être le développement et de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Malheureusement, je ne suis pas un gestionnaire en fait de nos États pour mettre en œuvre cette vision. Mais dans mon cadre personnel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis engagé dans un domaine où je participe en fait à l'éclosion des valeurs. Pour dire, il faut qu'on maintienne les valeurs, l'homme doit être au centre de tout développement. Parce que justement, le développement, la finalité, ce n'est pas les chiffres et autres, mais c'est l'homme, le développement au profit de l'homme. Et c'est pourquoi moi, en tant qu'avocat, j'aurais pu rester dans mon bureau, comme je l'ai dit, en fait, pour compter, faire des chiffres. Je suis, voilà, cette émission participe de la promotion que nous faisons tous les jours. Oui. Alors donc, l'homme doit être mis au centre du développement, et donc cette vision-là, j'essaie de la faire partager dans mon ONG, autour de moi, et auprès des autorités aussi. Exactement. Il faut d'abord qu'on parte au niveau des changements de mentalité.
lorsque j'ai commencé mon ONG, j'ai eu pas mal d'obstacles. Promouvoir les droits de l'homme en Afrique, Maître est là, il peut vous dire ce que ça veut dire. J'ai associé des gens, je suis parti voir des grandes personnes, accordez-moi un peu de fonds, mais personne n'a voulu m'aider. Et c'est mon salaire, ma petite prime universitaire que je prenais pour faire fonctionner mon ONG. Alors, tant que les gens n'ont pas encore su leurs responsabilités, ils ne peuvent pas se développer. Il faut d'abord que les gouvernants amènent les populations à changer de mentalité. D'abord, eux-mêmes doivent changer de mentalité. Ils doivent savoir leurs responsabilités et engager la population dans ce projet-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de changement de mentalité, il n'y a pas de développement. Tout comme tant qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de transformation. Il y a une crise. J'ai comme l'impression que sur ce plateau, on minimise ou bien on ignore ce que les gouvernements font pour la promotion de l'économie. J'aurais souhaité que vous releviez au moins un secteur sur lequel en fait l'État a fait des progrès et qu'on peut encourager. Mais nous ne sommes pas ici en tant que défenseurs de l'État. Nous sommes ici en tant que citoyens. Je ne vais pas abonder dans votre sens. Oui. Je vais dire aussi que pour qu'il y ait développement et innovation, il faut quand même qu'on ait la paix, la stabilité. Okay. Regardez tous les pays africains, la plupart des pays africains. On a des bouleversements politiques, on a des crises, on a la guerre. Donc déjà l'État doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de guerre dans nos sociétés. On ne peut pas développer comment il n'y a pas de la volonté. Mais bien sûr. L'État, c'est comme un chef de famille. Oui, lorsque nous faisons par exemple nos expositions d'art, un exemple simple, qui est tout simple. Les tableaux qui sont là, ceux qui viennent, ils viennent de tous bords. Il n'y a ni gauche, ni droite, ni centre en face d'un tableau. Tout le monde se retrouve. Donc, tous ces petits facteurs-là permettent quand même la cohésion sociale, l'unité, la réconciliation. Mais souvent, on veut passer par des moyens trop classiques, imposer la réconciliation, dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire. Mais pourtant, il y a des petits moyens tout simples. Organiser des actions qui rassemblent les gens, qui regroupent les gens, qui fait même que les gens ne pensent pas à ce qu'ils sont ou à ce à quoi ils appartiennent. Ils se retrouvent là. C'était Léonore, juste un